Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce lundi 14 novembre. Jusqu'au 20 novembre, c'est la deuxième semaine de sensibilisation au sang rare. Seulement 4 personnes sur 1000 sont concernées en France, mais l'établissement français du sang a besoin de donneurs pour soigner les malades. Stéphane Noël, directeur de l'EFS Île-de-France, est notre invité. J-6 avant le début de la Coupe du Monde de football. Depuis aujourd'hui, l'équipe de France se prépare au Centre National de Clairefontaine en Yvelines avant de s'envoler pour le Qatar. Ce sera mercredi. Nous vous emmenons dans les coulisses de ce camp de base ô combien important pour les Bleus. Et puis comme tous les lundis, notre page consacrée aux résultats sport du week-end retourne notamment sur Parcourir Montigny. Environ 1000 participants ont pris le départ dimanche de cette course qui traversait Montigny-le-Bretonneux. Nous reviendrons aussi sur l'abandon de l'Yvelinois Louis Burton sur la route du Rhum après un énième dématage. Focus également tout à l'heure sur le poste de gardien de but, un poste ô combien important et je parle en connaissance de cause, vous en saurez plus tout à l'heure. Mickaël Elmidoro est également avec moi en plateau de la rédaction de TV78. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Avec vous les résultats sport du week-end à suivre et on parle avec votre invité, un invité également sport mais un invité emploi dans cette édition. Oui, Mike Mokongo qui a fondé Stadium Prime. C'est une plateforme digitale qui sert au recrutement pour les sportifs. C'est bien ça Mike? Oui, c'est exactement ça. Donc ce sera un plaisir d'en parler avec tout le monde. En tout cas, merci. Merci d'être avec nous, Mike. On revient également sur ce rendez-vous qui s'est tenu à Chatou. C'est une journée nationale de la protection adaptée. Elle a été organisée par le groupe Arpavi, l'agence interdépartementale de l'autonomie Yvelines-Hauts-de-Seine et la société Noé. Son président est avec nous en plateau. Bonsoir Thierry Decroix. Bonsoir. Noé professionnel de santé, c'est donc le nom de cette société. Quels étaient les objectifs de cette journée ? Plus de 5 millions de personnes en France portent des protections. 92% d'entre elles portent des protections inadaptées, n'ont pas de solution. Il faut les informer. Et donc on parlera tout à l'heure de cet enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu d'intérêt public, on le verra tout à l'heure. À suivre également avec vous, Régine Rallèche, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Les informations du jour, on parle de quoi ce soir ? Alors, l'information sera variée ce soir, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on parlera de l'arrivée des Bleus à Clairefontaine, mais également d'infos pratiques telles que la baisse de la ristourne sur les carburants qui arrive à grands pas. C'est une mauvaise nouvelle qui va arriver. Ce sera mercredi, on aura l'occasion d'en parler avec vous dans un instant et ce sera juste après la météo du jour. Et même la météo de demain avec une journée plutôt morose qui s'annonce mardi dans les Yvelines, de la grisaille le matin. Il fera 9 degrés à Rambouillet, 10 degrés à Versailles, Houdan et Mantes-la-Jolie. Il devrait même pleuvoir dans l'après-midi. Comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan. Ce sera légèrement plus frais dans le sud des Yvelines à Rambouillet où il fera 11 degrés. Ce mardi 15 novembre, ce sera la Saint-Albert, mais nous fêterons aussi les Albertes, Albertines et également les Arthurs. Les informations du jour à présent avec vous, Régine Rallèche. Et on le disait, avec une mauvaise nouvelle qui va arriver mercredi, c'est la réduction sur la ristourne des carburants. Alors oui, donc mercredi 16 novembre, la remise carburant du gouvernement passera de 30 centimes à 10 centimes et celles de Total passeront de 20 centimes à 10 centimes par litre d'essence. Alors ce qui amène beaucoup d'entre vous à se déplacer vers les stations d'essence avec beaucoup de précipitation. Alors Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu dans une station essence à Voisins-le-Bretonneux. On écoute les témoignages. En fin de compte, je pense qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête, parce que du coup, en fin de compte, ça va coûter cher à l'ensemble. Par contre, il faudrait peut-être cibler l'aide, en effet. Il faut trop de sous sur l'essence, on est trop taxés là. Les Français, ils en peuvent plus là. Et toujours point de vue circulation, la limitation à 30 km/h dans la ville de Triel-sur-Seine, c'est terminé. Cédric Aoun, le maire de la ville, a formalisé sa décision au moyen d'un arrêté. La raison des comportements dangereux et accidentogènes aurait selon lui été constatée sur des axes. Désormais, la limitation à 30 km/h se limitera au centre-ville et les grands axes de circulation repasseront progressivement à 30 km/h, à 50 km/h. Triel-sur-Seine qui rejoint donc cette liste de communes en France qui étaient passées aux 30 km/h et qui reviennent sur cette décision. Alors pour les fans du football, c'est l'image du jour, Régine, avec un événement qui se rapproche, la Coupe du Monde de football. Beaucoup de fans sont
sont impatients et aujourd'hui, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine pour préparer cette échéance. Effectivement, à moins d'une semaine du coup d'envoi du mondial qatari, les Bleus sont bien arrivés à Clairefontaine aujourd'hui pour leur premier rassemblement. C'est un stage de 2 jours qui est prévu et qui les attend avant leur départ pour Doha mercredi. Il y a aussi des visites médicales et on a d'ailleurs appris plus tôt dans la journée que le monégasque Axel Dizazi remplacera le joueur Presnel Kimpembe qui s'est blessé au tendon d'Achille. Un joueur de l'équipe du Paris Saint-Germain qui évolue au poste de défenseur et il rejoint lui aussi une longue liste de blessés, d'absents, de forfaits pour ce mondial qui commence dimanche avec le match d'ouverture Qatar-Équateur. La France jouera mardi prochain face à l'Australie. Après l'image du jour, le chiffre du jour, Régine ? Effectivement, donc le chiffre du jour c'est 8,4% parce que 8,4% c'est le pourcentage des demandeurs d'emploi en situation de handicap en France. Et on en parle parce qu'aujourd'hui, justement, démarre la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif, c'est de sensibiliser les recruteurs et de faciliter l'accès à l'emploi. Et nous recevrons d'ailleurs demain DAMS, l'entreprise DAMS et la fondation Faciveline, qui sont très axés sur la question. Ils seront là pour nous en parler. Et on termine par le Paris fermier de Rambouillet qui s'est tenu le week-end dernier, un marché historique qui rassemble chaque année plus d'une centaine d'agriculteurs et de vignerons. Alors au programme dégustation de vin, de champagne et de plats cuisinés, les visiteurs sont ravis par l'événement. On écoute les interviews collectées par Julien Leroy. Ça existe depuis à peu près 27 ans. On a commencé par des marchés sur Paris. Aujourd'hui on est à Rambouillet, ça va faire bientôt 25 ans qu'on fait ce salon sur la Bergerie nationale. On est en général entre 100 et 130 producteurs sur 2 événements, un au mois de mai et un au mois de novembre. C'est un petit peu le style de vin que j'apprécie, en particulier un vin qui ressemble un petit peu à des vins du sud-ouest que j'aime bien. Et donc oui, ça m'a plu, surtout le rouge. Je suis très content d'avoir goûté un fromage qui vient d'ici, là où j'ai grandi. Donc voilà, un fromage de terroir très bon. Et on a pu, à l'occasion de cet événement, également interviewer des producteurs originaires des Yvelines. On aura l'occasion de vous présenter leurs produits cette semaine dans les différentes éditions du 7-8. Merci Régine Ralech pour toutes ces informations. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information, d'un fait qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur nos réseaux en utilisant le hashtag 7-8news. Dans l'actualité également, les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. 7 ans après les faits, des cérémonies se sont déroulées ce dimanche à Paris et à Saint-Denis. Il s'agissait des premières cérémonies depuis le procès sur les attentats. Ces attentats qui ont fait, on le rappelle, 131 morts et 413 blessés. Il y a un an, nous avions rencontré Thibaut, un Yvelinois rescapé avec sa femme de l'attaque du Bataclan. Il revenait sur cette soirée du 13 novembre 2015. Regardez. Il y a eu les fameux bruits de pétards que beaucoup de personnes m'ont rapportés. Et donc j'ai attrapé mon épouse et nous sommes allongés par terre. Il y a eu un moment, j'ai relevé la tête et là la salle était allumée et j'ai vu au niveau du bar un jeune homme qui tirait sur les personnes qui étaient au sol. Et c'est là que j'ai compris que si on restait là, on allait se faire tuer, c'était certain. Et si on essayait de partir, peut-être qu'on allait recevoir une balle, mais au moins on aurait essayé et peut-être qu'on aurait aussi la chance de sortir de là. À chaque fois qu'on entend une détonation d'une arme ou une rafale, on se disait que la prochaine est peut-être pour nous. Le raid nous prépare, nous organise pour sortir et quitter le Bataclan en envoyant le moins possible. Ce qui est, on sort en file indienne en regardant par terre. Mais la vision périphérique fait qu'on capte quand même des informations et c'est le chaos absolu. Le chaos est total. Il y a du sang absolument partout, il y a des éclats de balles, tout est cassé, tout est dévasté, il y a des corps absolument partout. On passera jamais à autre chose. C'est déjà par respect pour les personnes qui ne sont pas sorties de là, parce qu'il y a une culpabilité très très forte. Nous, on a eu la chance de sortir de là sans être blessés, sans perdre un proche. Mais il y a quand même 90 personnes qui sont mortes au Bataclan.
Ce chiffre, 4 personnes sur 1000 ont en France un sang rare. Cela concerne peu de monde, mais le sang de ces personnes peut être précieux pour soigner les malades. L'établissement français du sang organise sa 2e semaine de sensibilisation à cette thématique. C'est jusqu'à dimanche. Et pour en parler, un invité nous a rejoint en plateau, c'est Stéphane Noël. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'établissement français d'Île-de-France. On en profitera avec vous pour faire aussi l'état des lieux des stocks de produits sanguins en Île-de-France. Déjà, un élément de définition, qu'est-ce qu'on appelle un sang rare ? Écoutez, on connaît tous les groupes sanguins A, B, O, ça nous parle tous, le O négatif, le O positif, etc. Mais il faut savoir qu'il y a 380 systèmes de groupes sanguins. Et dans la population, et en particulier les personnes originaires des continents africains, de la plaque afro-antillaise, sont tout à fait concernées par ces sangs rares. Ce sont des personnes qui portent un sang qui est beaucoup plus rare que la normale. Et de fait, nous avons absolument besoin de voir ces personnes venir à nous pour donner leur sang. Tout simplement parce que quand on fait une prise en charge transfusionnelle, c'est un peu comme dans le cas d'une greffe. Il faut s'assurer de la plus grande compatibilité possible entre le produit sanguin que l'on va délivrer au patient et le patient. Et ces produits sanguins, pour certains patients, eh bien, nous ne pouvons les trouver que dans cette communauté afro-antillaise pour pouvoir prendre en charge des patients qui sont eux-mêmes issus de cette communauté. Je vais prendre un exemple. Beaucoup des Afro-Antillais sont atteints d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose, la principale maladie génétique au monde. Cette maladie, pour la prendre en charge, certains patients ont besoin régulièrement de renouveler leur masse sanguine. Et à chaque fois qu'un patient doit être pris en charge, ce sont plusieurs culots globulaires, plusieurs concentrés de globules rouges que nous devons leur délivrer. Et nous avons absolument besoin de trouver des produits compatibles avec ces patients. Et donc, ces sangs rares concernent 700 000 personnes en France. Vous l'avez dit, toute l'importance d'organiser cette semaine. Si vous faites un retour d'expérience sur la première semaine, est-ce que ça avait amené justement des gens à donner leur sang, ces personnes qui ont un sang rare ? Alors oui, nous avons constaté un léger frémissement, mais par rapport à cet enjeu de santé publique, on est vraiment sur un enjeu de santé publique tout à fait important aujourd'hui. C'est pas assez. Et nous en appelons véritablement à l'ensemble de la population francilienne à venir donner son sang, mais particulièrement à ces communautés, parce que on espère tous que ces donneurs qui viennent vers nous n'auront jamais besoin d'une prise en charge transfusionnelle. En revanche, il y a des patients qui ont besoin d'eux. Ils ont besoin de l'aide des membres de leur communauté pour permettre leur prise en charge et qu'elle soit réalisée la plus convenablement possible. Donc venez à nous. Et vous le disiez, beaucoup de difficultés à trouver des donneurs, peut-être parce qu'ils ignorent tout simplement aussi qu'ils ont un sang rare. Est-ce que c'est possible aussi ? Alors tout à fait, quand on porte un sang rare, on ne le sait pas à l'origine. On ne le sait pas et le seul moyen de le savoir est de venir à nous. Et lorsque nous aurons un donneur, eh bien, nous pourrons, sur la base d'éléments de questionnement qui seront pratiqués par nos personnels, savoir s'il est souhaitable ou non d'aller plus loin dans les analyses que nous procéderons pour identifier si ce donneur est ou non porteur d'un sang rare. Donc un donneur ne peut pas savoir s'il est porteur d'un sang rare, c'est nous qui le déciderons, qui le définirons au regard des caractéristiques du donneur qui se présentera. Et qu'est-ce qui est au programme de cette semaine ? Quelles sont les actions justement déployées pour cette semaine de sensibilisation ? Alors la première action est une venue la plus importante possible des donneurs de la communauté afro-antillaise, que vous soyez nés dans ces contrées ou que vous ayez des ancêtres dans ces contrées, venez nous voir. Et ensuite nous avons des actions de sensibilisation sur nos collectes dans nos maisons du don. Et puis nous avons une action qui est menée en lien avec l'université Paris-Est Créteil pour sensibiliser les étudiants de cette université à cet enjeu. Et donc, difficulté, vous le disiez, à collecter ce sang rare, dans un contexte aussi, on l'imagine, toujours tendu sur les stocks de produits sanguins. Quel est l'état des stocks aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une situation encore délicate ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très délicate. Deux chiffres. Ce matin, l'état des lieux au niveau national était de 80 000 concentrés de globules rouges. Là, il nous en faudrait 100 000 pour pouvoir assurer une prise en charge tout à fait correcte de l'ensemble des patients. Cette situation de tension, elle résulte de plusieurs événements. Nous avons connu la pénurie de carburant dans la région qui a beaucoup marqué, qui a fait que les franciliens se sont moins déplacés. On le voyait sur le périphérique parisien, beaucoup moins de véhicules. Récemment, la grève RATP a conduit également d'un seul coup à ce que la fréquentation de nos lieux de collecte baisse, et en particulier sur nos maisons du don. Et nous avons besoin aujourd'hui de la mobilisation de tous pour nous permettre de restaurer les stocks et pour faire en sorte que nous puissions prendre en charge convenablement l'ensemble des patients. On imagine que ça n'aide pas. Il y a une autre problématique en ce moment, c'est un manque de personnel. Il y a des difficultés de recrutement aussi pour l'EFS ? Tout à fait. Des grandes difficultés de recrutement pour l'établissement français du sang, comme pour l'ensemble du secteur médico-social, et ça n'aide pas. À peu près 10% de nos personnels de collecte aujourd'hui
manque dans les effectifs. Et donc, c'est à peu près 10% de collecte en moins. Et c'est pour ça que tous nos lieux de collecte qui existent aujourd'hui, il faut absolument qu'ils puissent être saturés pour réussir à contrebalancer ce manque d'effectifs. Donc, si vous êtes personnel infirmier, si vous êtes médecin, venez nous voir. Il y a des postes tout à fait intéressants chez nous. C'est notre manière d'exercer la médecine. C'est notre manière de prendre en charge des patients, mais qui est tout aussi indispensable et qui peut permettre à certaines personnes qui sont fatiguées par le travail à l'hôpital de trouver un autre moyen d'exercer son métier. Vous donniez quelques chiffres tout à l'heure, il y en a un autre qui est important, c'est 1700 dons qui sont nécessaires chaque jour en Ile-de-France pour soigner les malades. Une collecte est indispensable toute l'année, d'autant que les produits sanguins, ça c'est important, on le répète à chaque fois sur ce plateau, mais sont limités aussi, ils ont une durée de vie limitée, et donc il faut les renouveler. Tout à fait, 42 jours pour les concentrés de globules rouges, 7 jours pour les plaquettes, et on comprend bien qu'on est en permanence à flux tendu, et on comprend bien qu'il faut tous les jours renouveler le stock consommé la veille. C'est pour ça que nous vous appelons. C'est très simple pour donner son sang. Vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez don du sang, vous allez trouver notre site, vous pourrez prendre rendez-vous, vous pourrez faire un petit questionnaire d'éligibilité pour vérifier que dans les grandes lignes, vous pouvez donner votre sang. Et vous venez nous voir après votre rendez-vous, ça prend 1 heure. Et en 1 heure, vous sauvez 3 vies. Vous avez toutes les informations sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran et dire peut-être aux donneurs qu'ils peuvent donner plusieurs fois dans l'année. C'est aussi la régularité qui compte. Donner une fois, c'est bien. Un homme peut donner jusqu'à 6 fois, il me semble, son sang dans l'année. Une femme 4 fois, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Et les dons espacés toutes les 8 semaines au moins. Et donc, une petite question de Régine, allez-y. Effectivement, en fait, vous dites que la communauté afro-caribéenne, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une communication qui est spécifiquement adressée à cette communauté ? Est-ce qu'ils sont au courant justement de ces problématiques ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette semaine de sensibilisation des sangs rares que de réussir à faire cette communication. Nous travaillons beaucoup avec des associations. Nous essayons d'avoir des leaders d'opinion dans les quartiers intéressants pour faire en sorte de réussir à développer cette communication au sein des communautés en question. Et en tout cas, nous sommes disponibles pour travailler avec vous, pour le faire et intensifier cette action qui est un enjeu majeur de santé publique. On précise que des collectes mobiles sont organisées aussi dans les prochains jours dans les Yvelines, mardi au Tremblay-sur-Mauldre, à Rosny-sur-Seine, mercredi à Bonnières-sur-Seine, la Selle-Saint-Cloud, jeudi à Chambourcy, vendredi Feucherolles et Toussus-le-Noble et ce dimanche à Septeuil. Voilà, vous avez le programme dans les Yvelines pour cette semaine. Il y aura d'autres collectes organisées tout au long du mois de novembre, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour connaître toutes ces dates. Merci Stéphane Noël d'être venu en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'établissement français Île-de-France. Autre sujet d'actualité, autre sujet de santé, on en disait un mot aussi tout à l'heure à Chatou sur cette journée nationale de la protection adaptée. Je le disais, c'était organisé par le groupe ARPAVI, l'agence interdépartementale de l'autonomie Yvelines-Hauts-de-Seine et la société Noé, avec son président qui est avec nous en plateau, Thierry Decroix. Et vous donniez ce chiffre tout à l'heure assez édifiant, 5 millions de personnes qui sont concernées par les protections adaptées en France, qui portent des protections adaptées. On le disait tout à l'heure, c'est un fort enjeu de santé publique, d'intérêt public aussi, tout simplement. C'est un fort enjeu d'intérêt public qui n'est pas tellement connu, dont l'importance d'organiser ces événements pour que le public soit au courant, mais également pour essayer de faire monter en compétence les professionnels du secteur du maintien à domicile. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il faut savoir que il y a plus de 5 millions de personnes, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui souffrent d'incontinence. Il y a beaucoup d'autres publics qui portent des protections. On va prendre par exemple les enfants qui souffrent d'énurésie, 5% des enfants en France. Qu'est-ce qu'on leur met comme protection ? Il faut des protections adaptées. Sinon, il y a des risques de harcèlement à l'école, il y a des risques, etc. Des difficultés à avoir des réseaux d'amis. Donc, il y a les personnes qui sont aussi à mobilité réduite. Une personne qui se déplace difficilement ne souffre pas nécessairement d'incontinence, mais a besoin de porter des protections. Maintenant, la vraie question, c'est quel type de protection ? Il y en a plus de 220. Et comment on peut faire véhiculer l'information pour que les gens ne se trompent pas de protection ? D'où cette journée, et pourquoi est-elle nécessaire à organiser ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un tabou peut-être sur la question de l'incontinence, par exemple ? Alors, il y a toujours un tabou, ça c'est évident. Je vous remercie de nous donner la parole sur ce sujet, c'est très très bien. Il y a aussi un manque de formation évident. Il n'y a pas de formation qui existe sur ces problèmes d'incontinence, et donc il est temps que les gens changent. Il y a beaucoup de cas difficiles, désespérés. On a des problèmes d'isolement social, on a des problèmes de perte financière quand on n'utilise pas les bonnes protections, on a des risques de chute qui sont beaucoup plus importants la nuit.
tous ces phénomènes font qu'il est grand temps de mettre ce sujet sur la table et apporter des solutions. Ouais, parce qu'on l'a compris, on parle d'un enjeu de santé, mais qui a des répercussions sur beaucoup de choses dans la vie, sur l'insertion, vous le disiez, l'isolement aussi que peuvent ressentir ces personnes. Vous parliez aussi tout à l'heure de cas à l'école, également, ça a plein de conséquences. C'est un véritable désespoir, encore une fois, qu'on ne connaît pas, mais effectivement, les personnes restent au sein enfermées dans l'appartement, dans leur maison, ne veulent parfois même plus retrouver les familles proches à cause de ce problème qui est un petit peu tabou. Et ça, il faut rendre de l'espoir. Et donc, le seul message qu'on avait aujourd'hui pour cette journée nationale de la protection adaptée, c'est de leur dire qu'il existe une protection adaptée pour tous les cas de figure. Et donc, c'est un message d'espoir qu'on a voulu faire passer. On a vu quelques images de cette rencontre à Chatou. Qui étaient les personnes présentes? Il y avait une cinquantaine d'invités. Alors, on avait des invités, c'était essentiellement axé sur les professionnels, puisqu'on veut les faire monter en compétences. Et donc, on avait une cinquantaine d'invités en présentiel. Armelle Tilly, la présidente de l'Agence interdépartementale de l'autonomie, le groupe Arpavi, tous ces gens-là étaient présents. Et en simultané, on a organisé 2 formations en visioconférence à destination des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des auxiliaires de vie et des formations qui vont être très très enrichissantes parce que, encore une fois, ils ne connaissent pas beaucoup ces éléments. C'est passionnant. Et donc les professionnels qui manquent de formation, vous le dites, il faut aller de l'avant. Est-ce que le tabou dont on parlait tout à l'heure existe aussi du côté des professionnels de santé? Alors il faut savoir que ça évolue quand même, oui. Par rapport à il y a quelques années quand j'ai démarré. Aujourd'hui on en parle beaucoup plus facilement. Si on n'en parle pas, il n'y aura pas de solution. Alors il faut tendre une perche à ces personnes qui souffrent d'incontinence ou qui portent des protections et leur apporter les solutions adaptées à leur cas particulier. Quand on leur en parle, ils échangent assez facilement. Donc on peut leur envoyer une bouée de sauvetage, pas de problème. Donc former davantage les professionnels de santé, peut-être alerter aussi les pouvoirs publics, je ne sais pas, sur cette question. On le fait, les pouvoirs publics, on leur remercie, vraiment nous soutiennent dans nos actions. Armelle Tilly était bien présente aujourd'hui. De l'agence interdépartementale. Voilà, pour porter ce message. Oui, il est temps maintenant de prendre ce sujet à bras-le-corps. Oui. Qu'en est-il ressorti? Vous avez bon espoir? Il y a de bonnes choses qui sont ressorties de cette journée? Alors cette journée, c'est un aboutissement à plusieurs étapes. On a créé un label Expert Incontinence pour les SAD, on a créé l'opération 100% protection adaptée sur les territoires. C'est donc un nouvel événement, mais oui, il n'y a aucun problème, on avance très très vite. Et vous le disiez, donc des modules de formation qui ont été organisés par vous, notamment votre société. Si on peut dire aussi quelques mots sur la société Noé, qui est vraiment spécialisée sur cette thématique. Oui, je voulais quand même remercier nos partenaires qui sont venus de façon tout à fait bénévole aujourd'hui. L'organisme de formation 2A3 Santé Sociale avec Anne Mortreux qui est venu faire une présentation, le groupe Idéontex qui est un fabuleux fabricant de protection qui est venu aussi faire une présentation. Bon, Noé, notre métier, c'est de nous rendre au domicile des particuliers et d'effectuer un bilan incontinence pour savoir exactement de quel type de protection ils ont besoin. Mais pour ça, il faut aller au domicile, il faut échanger, apporter des solutions, puis après, le cas échéant, leur amener et faire le portage de protection à domicile. C'est un métier qu'on a inventé, en fin de compte. Et l'échange, c'est très important. Je me souviens d'avoir fait un reportage, c'était lors d'une table ronde que vous aviez organisée aussi dans le Sud-Divine avec la députée Aurore Berger à l'époque pour parler justement de ce sujet et alerter sur ces sujets. Un site internet peut-être à donner pour s'informer sur le sujet? Incontinence Info Service, vous tapez ça dans les moteurs de recherche, vous allez obtenir beaucoup d'informations et puis des conseils de nos experts incontinence. Merci à Thierry Decroix, je le rappelle, président de la société Noé Professionnels de Santé. Merci d'être venu parler en plateau de cette journée à Chatou, cette journée nationale de la protection adaptée. Sur TV78, nouveau numéro du PAF, Patrice and Friends. Patrice Carmouze, entouré de ses chroniqueurs Nadjet Soumar, Virginie Févé, Xavier Bossac et Nicolas Dandry, parlent de thèmes d'actualité, notamment de la loi LOPMI qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec un volet sur la cybersécurité. Explication avec cet extrait. Il y a donc cette loi sécurité qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée. Et dans cette loi sécurité, il y a un volet sur la cybersécurité. C'est ça, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été en première lecture au Sénat et là qui arrive à l'Assemblée nationale. Et donc il y a plusieurs dispositions qui sont préconisées dans cette loi. D'abord, créer un appel d'urgence. Aujourd'hui, on a le 17 pour contacter la police. Là, ce serait le 17 cyber. C'est-à-dire que si vous subissez une attaque, vous pouvez appeler le 17 cyber et ça permettra de signaler justement qu'on a été victime d'une cyberattaque. Ensuite, il y a une augmentation des moyens, 1500 cyberpatrouilleurs, déployer 1500 personnes supplémentaires. Il y aurait une école de formation de la cyber
du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et sensibiliser aussi 100% des entreprises au risque de cybercriminalité. Et il y a d'autres choses aussi, notamment cette disposition, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a seulement 3% des entreprises qui sont assurées contre ce risque. Et donc, le gouvernement, dans cette loi, veut favoriser justement le fait que les entreprises s'assurent par rapport à ce risque, en rendant obligatoire, tout en rendant aussi obligatoire le dépôt de plainte au maximum 48 heures après la cyberattaque pour être indemnisé par rapport à ce risque. Donc le gouvernement veut augmenter le nombre d'entreprises assurées, mais veut aussi augmenter le nombre de plaintes qui sont déposées par rapport à une cyberattaque et permettre justement de lancer des enquêtes ensuite, parce que le but c'est ça, c'est d'essayer d'arrêter ceux qui sont derrière ces cyberattaques. Émission PAF à retrouver en intégralité sur TV78 et sur notre site tv78.com. Allez, c'est l'heure d'ouvrir notre page sport. Dans un instant, l'invité sport Mike Mokongo, mais aussi Mickaël Elmidoro qui est avec moi. Et on va parler de l'événement de la fin de semaine. On en parle déjà cette semaine. C'est bien sûr la Coupe du Monde de football qui va s'ouvrir au Qatar. Ce sera dimanche. On parlait tout à l'heure de la réunion de l'équipe de France à Clairefontaine. Et le premier match justement de l'équipe de France, ce sera mardi prochain face à l'Australie. Mais l'événement se prépare déjà dans les Yvelines, on le disait tout à l'heure. Oui, tout à fait, Grégory. L'équipe de France est en pleine préparation dans les Yvelines. Je vous propose de découvrir les coulisses du Centre technique national de Clairefontaine avec le directeur du site, Éric Latronico. Nous l'avons suivi avec Nicolas Dandry pendant une matinée. Regardez. Bonjour, bienvenue au Centre national du football de Clairefontaine. Je suis Éric Latronico, le directeur du centre. Ce site mythique permet d'accueillir et accueillir à travers les temps, depuis maintenant plus de 30 ans, différentes sélections nationales, les différentes équipes de France qui se sont succédées. C'est pas loin de 16 sélections nationales qui sont venues sur le centre, dont bien évidemment l'équipe de France A, qui prochainement jouera sa prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur le centre pour pouvoir voir les coulisses et voir comment l'équipe de France va pouvoir se préparer pour cette Coupe du Monde. Suivez-moi. Et nous voici maintenant devant la résidence de l'équipe de France, cette mythique résidence qu'on appelle le Château. Lieu de résidence de l'équipe de France et de préparation évidemment de ces divers événements et de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et quand on parle du château, bien évidemment, on parle de ces marches, ces fameuses marches, lieu de prestige, puisque c'est là, ces marches qui permettent d'accueillir les joueurs pour la première fois dans la résidence de l'équipe de France, qui vont pouvoir découvrir ce bâtiment lorsqu'ils arrivent sur le site. Le salon Aimé Jacquet est un espace qui permet d'accueillir les joueurs, qui est une zone de loisirs finalement, donc une zone d'échange qui est propice pour créer le collectif, où les joueurs vont pouvoir passer du temps ensemble, rigoler, discuter, jouer. Donc vous avez un baby-foot que les joueurs aiment bien pratiquer, vous avez une table de ping-pong également qu'on vient installer ici, et puis les joueurs aiment particulièrement jouer aux cartes également. Donc c'est l'occasion pour eux de se retrouver et d'échanger ensemble. L'espace ici, il est particulier, c'est un petit bureau qui permet au coach de pouvoir s'isoler avec un ou deux joueurs pour pouvoir parler tranquillement à l'abri des regards, préparer des aspects tactiques, techniques avec les joueurs. À chaque rassemblement, dès lors que les joueurs se retrouvent, on va diffuser en boucle sur les différents écrans que vous pouvez voir les derniers matchs de nos futurs adversaires. Donc typiquement pour la prochaine Coupe du Monde, ce sera le match de l'Australie, dernier match de l'Australie, qui sera diffusé pour que les joueurs puissent s'en imprégner et puissent voir un petit peu comment évolue l'adversaire. Chaque joueur a une chambre individuelle qui lui est attribuée par le coach. Comme vous pouvez le voir, elles sont confortables, sans rien d'ostentatoire, mais l'objectif c'est que les joueurs puissent se préparer dans les meilleures conditions, avec une attention particulière sur la literie, bien évidemment, pour que les joueurs puissent dormir le mieux possible. Chaque joueur a sa propre chambre et donc est seul dans sa chambre. Nous voici dans la zone de récupération, donc c'est un lieu essentiel évidemment pour la récupération des sportifs, parce que cette salle elle permet d'accueillir les joueurs et de récupérer après l'entraînement, de récupérer après les matchs pour pouvoir être performants
dès le lendemain ou dès le surlendemain. Donc on va retrouver différentes zones. Vous avez une zone ici technique avec des appareils de musculation, de cardio qui permettent aux joueurs de récupérer. Vous avez une zone également humide avec des bassins, un bassin d'eau froide et un bassin d'eau chaude pour favoriser la récupération entre les entraînements, et également une zone technique plus pour la partie soins et massage pour de la part des kinés. Chaque rassemblement, bien évidemment, il y a toujours un passage par la case conférence de presse. Et ces conférences de presse se déroulent ici, dans cet amphithéâtre Fernand Sastre, de 250 places, avec en contrebas l'estrade où vont se positionner l'entraîneur et les joueurs, avec la presse, pour pouvoir interviewer l'ensemble des protagonistes. Nous terminons cette visite par le terrain qui se trouve derrière moi, qui est le terrain Pibaro, terrain d'honneur de l'équipe de France, avec une tribune de 500 places. C'est là où les supporters peuvent venir acclamer l'équipe, la soutenir. Et puis les journalistes également, lorsque les entraînements sont ouverts aux médias. Beaucoup de joueurs, depuis 1988, vous avez quand même un grand nombre de joueurs de haut niveau qui sont passés ici, ne serait-ce que pour citer Thierry Henry par exemple, mais vous avez également plus récemment des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Antoine Griezmann, comme Paul Pogba, qui viennent s'entraîner ici. Après cette visite, nous allons en terminer. Donc vous voyez, l'équipe de France va arriver prochainement, se préparer pour le Qatar. On va passer 2 jours ici au Centre national du football avant de pouvoir s'envoler pour cette prochaine Coupe du Monde. Et allez les Bleus! Bon, on l'a vu, les joueurs de l'équipe de France sont chouchoutés, ils vont y rester très peu à Clairefontaine. Premier entraînement ce lundi, il y aura un deuxième entraînement devant quelques personnes demain avant de s'envoler pour le Qatar mercredi. On rappelle le premier match France-Australie, ce sera mardi prochain pour les débuts des Bleus dans ce mondial. Un petit pronostic, Mickaël, victoire des Bleus? Allez, victoire des Bleus, je vais dire 3-1 avec un but de Mbappé et 2 buts de Giroud. Allez. Mike Mokongo, petit pronostic. Moi je dirais 2-0 pour la France, 2 buts de Karim Benzema. Et vous les voyez aller loin, les Bleus, dans cette Coupe du Monde? Moi je verrais bien une demi-finale, allez, pourquoi pas. C'est difficile à dire pour l'instant, mais on va voir de toute façon au vu des matchs de poule qui vont nous donner des indicatifs importants sur l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on a une réelle volonté de les voir aller très très loin, c'est les champions en titre. Avec quelques absences de points, on rappelle Paul Pogba, N'Golo Kanté et Kipembe, on l'a appris aujourd'hui parmi les absences de points dans cette équipe de France. Qui évolue au Paris Saint-Germain et qui s'entraîne au camp des loges à Saint-Jean-Mandé. Et je tiens à préciser que Mike va assister à l'entraînement de l'équipe de France normalement demain. Oui, tout à fait. Petite exclue donnée par Mickaël. Moi je ne me prononce pas sur les pronostics parce qu'en général je me trompe et ça va plutôt dans le sens inverse. On passe à présent, Mickaël, aux résultats sportifs du week-end dans le département, mais même en dehors du département, parce qu'on met aussi en lumière nos Yvelinois sur les différents sports, et on va prendre le large, la route du Rhum qui est cette course en solitaire qui a débuté, course transatlantique qui va rejoindre la Guadeloupe. Mauvaise nouvelle pour Louis Burton dans la catégorie IMOCA. Le skipper originaire de Rambouillet a été victime d'un dématage ce samedi 12 novembre dans l'après-midi au large du Portugal. Yvelinois était dans le top 10 de la course lorsqu'il a dématé aux alentours de 17h. Il a envoyé justement une vidéo pour expliquer ce qu'il s'est passé. On la regarde. Dématage de Bureau Vallée. Je comprends pas. On était à Deury, J3. Il y a peut-être 2 mètres de creux. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. À plus tard. C'est un véritable coup dur pour Louis Burton. On l'avait déjà vu l'année dernière, ces images. Il avait dématé sur la Transat Jacques Vabre 2021. Et là encore une fois, il démate avec son Bureau Vallée 3.
Et bien sûr, il va essayer de tout réparer pour le Vendée Globe qui se produira dans 2 ans, mais oui. Effectivement... Et on l'a vu sur ces images, incompréhension totale. C'est encore une incompréhension totale de la part de son équipe. Bon, bien heureusement, il y a un autre Yvelinois qui est engagé dans cette route du Rhum. Éric Bellillon, le Versaillais, est engagé sur cette édition 2022 dans la catégorie IMOCA sur son bateau. Comme un seul homme, Powerade by Altavia, le navigateur de 46 ans, est pour le moment à la 22e place du classement. Il vise un top 15 à la fin de la course afin de se préparer pour le prochain Vendée Globe. Et du football pour continuer, une contre-performance. Oui, une très grosse contre-performance, celle de Versailles en National 1. Après avoir dominé le match, les joueurs de la Cité Royale se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse contre les derniers du classement, le Stade Briochin. Une défaite qui arrive quelques jours après la mise à pied à titre conservatoire de leur entraîneur Youssef Chibi. Avec ce résultat, le FC Versailles conserve tout de même sa 2e place au classement avec 19 points engrangés en 12 journées. Prochain match pour les Yvinois le 25 novembre prochain sur la pelouse du Football Club Villefranche-Beaujolais. Du football toujours et le championnat de Régional 2. En R2, Houille s'est largement imposé dans le derby face à l'équipe 2 du FC Mantois. Le score est sans appel. 4-0. L'équipe 2 de Poissy a fait match nul 1 but partout contre le FC Conflans. Trappes perd sur la pelouse de Champigny sur le score de 3-1. Au classement, Houille, qui est toujours invaincu, est premier du championnat. Conflans est 3e. Poissy 2 est à la 6e place et Trappes est avant-dernier du classement à la 11e place. On reparle football dans un instant avec un focus sur un poste particulier, celui de gardien de but. Mais d'abord, toujours, les résultats sportifs et du rugby. Émilie Boulard ne sera pas championne du monde cette année, on l'a vu la semaine dernière, mais elle sera 3e de la Coupe du Monde. L'Yvinoise titulaire avec l'équipe de France a gagné contre le Canada dans le match pour la 3e place. Le score est sans appel pour les Françaises, 36-0 avec déjà un score de 22-0 à la pause. Les Néo-Zélandaises remportent quant à elles le titre face aux Anglaises. Encore un grand bravo à Émilie Boulard qu'on tentera évidemment d'avoir sur ce plateau dans les prochaines semaines. Oui, bravo à elle. Une 3e place dans un mondial, c'est une énorme performance. Sa première participation, et elle est encore jeune, Émilie Boulard. Forcément, même si on sait que l'équipe de France avait une réelle volonté de remporter le titre. Ça fait partie du sport, mais il faut les féliciter justement pour cette 3e place. Bravo encore à elle pour cette 3e place sur le podium. Donc du rugby encore, le championnat de Fédéral 2, et on parle de rugby masculin cette fois-ci. Après une belle performance la semaine dernière contre Boulogne-Billancourt, Versailles était très attendu, mais les joueurs de la Cité Royale n'ont pas répondu présent. Ils se sont inclinés 41-31 à l'extérieur face à Boulogne-Billancourt. Après ce résultat, les Versaillais restent à la 8e place du championnat. Prochain match ce dimanche 27 novembre à domicile face à Daumont, dernier du classement. Et c'est contre Courbevoie, j'ai dit Boulogne-Billancourt, mais c'est contre Courbevoie qu'ils ont perdu. Sur la précision, on parle de course à pied, à présent une petite pause. Environ 1000 participants étaient au départ de la course Parcourir Montigny ce dimanche. Cette course labellisée permettait aux sportifs de pouvoir atteindre une qualification pour les championnats de France. Entre défis du chrono ou courses loisirs, les participants ont bravé les températures plutôt fraîches pour être au rendez-vous. Un reportage de Julien Leroy. Le brouillard s'était invité pour cette 2e édition post-Covid de Parcourir Montigny. Organisées par le Stadium Montigny Athletic Club, ces courses de 5 et 10 km permettaient aux participants de s'élancer à travers le quartier du village. Créée en 1994 comme un parcours loisir, cette course a depuis été labellisée au niveau régional par la Fédération française d'athlétisme. Les courses à label permettent aux gens qui font un chrono de pouvoir se qualifier pour les championnats de France. Et l'intéressant, c'est qu'elle emprunte le vieux village là, qui est la naissance de Montigny-le-Bretonneux, et puis l'avenue Nicolas Abou, qui est aussi un personnage qui a été important dans l'évolution de la ville. Donc c'est un peu un parcours dans l'histoire entre la création et la ville nouvelle, quoi. Ce parcours présentait 30 mètres de dénivelé avec peu de virages. Cette Montagne avait déjà participé à l'édition précédente. Son but ce dimanche 13 novembre, battre son propre record de 45 minutes. Je ne vais pas partir trop vite, parce que c'est souvent le défaut de partir trop vite et d'être cramé, parce qu'il y a quand même 10 km. Donc essayer d'avoir une allure régulière. Je vais essayer de me caler sur du entre 4,25 et 4,30. On va voir comment ça va être. Et si j'ai du jus, j'accélérerai à la fin. D'autres participants étaient venus simplement se remettre en selle. Le niveau, ça sera un niveau moyen, niveau très moyen. Là, je me mets objectif, 28 minutes. Une fois la ligne d'arrivée passée, Saba ne cachait pas sa joie d'avoir terminé 9e féminine. La coureuse auxerroise avait déjà participé à l'édition précédente. J'avais fait 46 minutes. Donc aujourd'hui, je suis contente, 43 minutes. Donc 3 minutes de gagné sur l'année dernière. Donc je suis très contente. Le parcours était difficile avec plusieurs faux plats montants. Le premier coureur des 10 km a franchi la ligne d'arrivée en 32 minutes et 1 seconde. Pour la course des 5 km, Aliane Mehdi a décroché la première place avec 15 minutes et 40 secondes.
Environ 1000 coureurs ont bravé le froid pour participer à cette nouvelle édition de Parcourir Montigny. Votre tour, Mickaël, vous étiez parmi les coureurs ? Non, non, je n'étais pas là. Heureusement, hein, sinon j'aurais explosé les temps. On termine ces résultats sport avec du handball. Oui, une nouvelle contre-performance pour Plaisir les Clés. Les joueurs dirigés par Benjamin Modeste se sont inclinés sur le score de 27-22 dans le gymnase de Saint-Mandé handball, malgré une grosse prestation de Dylan Faustin Miatoudila qui a inscrit 6 buts sur 9 tirs. Une défaite qui empêche Plaisir les Clés d'entrer dans le top 5 du classement. Ils sont à 6e, juste derrière. On retrouve le club d'où il le Visiné Carrière qui est 7e. Merci Mickaël pour toutes ces précisions sur les résultats sportifs du week-end. En face de vous, un autre Mickaël qu'on va appeler Mike durant cet entretien. Mike pour éviter la confusion. Voilà, basketteur international, on rappelle. Chroniqueur aussi sur TV78 parce qu'on a le plaisir de vous retrouver 2 fois par mois quand vous êtes disponible selon votre emploi du temps sur l'émission sur le Parler Sport. Surchargé, je tiens à préciser. Bon, merci d'être avec nous. Et là, vous venez pour nous parler de ce projet qui a vu le jour, puisqu'il est même lancé, c'est Stadium Prime, qui est une plateforme digitale de recrutement pour les sportifs. En somme, c'est un peu le pôle emploi pour les sportifs. Vous nous disiez tout à l'heure les objectifs, si vous pouvez les rappeler. C'est quoi les objectifs de Stadium Prime ? Alors tout d'abord, Stadium Prime, le nom il est stylé. Il est de vous ? Comment ? Il est de vous, le nom ? Stadium Prime, c'est vous qui l'avez choisi ? On l'a choisi ensemble en équipe, ouais. On l'a choisi ensemble en équipe. Le but de Stadium Prime, justement, c'est favoriser justement l'accessibilité à tous les nouveaux talents, parce que c'est un projet, voilà, je le disais déjà la dernière fois, on œuvre vraiment pour la digitalisation et la démocratisation du sport de haut niveau, que ce soit les amateurs et aussi les professionnels. Donc le but, c'est vraiment donner l'opportunité aux jeunes talents dans le monde entier de pouvoir se connecter dessus sur notre plateforme et de trouver des opportunités de travail. Et donc voilà, nous on n'est pas là pour concurrencer les agents, oui. On est là pour apporter justement une plus-value justement à un contexte sociétal qui a évolué justement. Et donc voilà, c'est à quoi Stadium Prime va résoudre justement les problèmes de cette société. Et c'est une idée que vous aviez longtemps en tête, peut-être quand vous êtes encore joueur aujourd'hui, mais au cours de votre carrière, vous vous êtes dit ça manque peut-être aujourd'hui dans le monde du sport, il faudrait ce type de plateforme ? Quand on regarde en général les 2 secteurs d'activité, voilà, il y a des sites qui sont connus, qui sont reconnus. Et nous, justement, à travers Stadium Prime, nous voulons justement redorer un petit peu le blason du sport et donner un outil qui va permettre justement au corps du sport de travailler. Et c'est pour cela que nous avons pensé à cela et nous avons digitalisé justement cette plateforme-là. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de l'avoir lancée parce que ça fait déjà 7 mois. On a 8000 utilisateurs dessus, on a 90 clubs français. On a des clubs d'élite, que ce soit dans le football et le basketball. Il faut le préciser que Stadium Prime, pour l'instant, on traite le basket, le foot et le rugby. Nous avons une réelle volonté de traiter les autres sports majeurs. Bien sûr qu'il y a aussi un modèle économique sur Stadium Prime où nous invitons justement les agences sportives ou les agences intermédiaires ou les agences événementielles, ceux qui viennent travailler justement avec nous. Voilà, Stadium Prime, c'est un partenaire pour eux. C'est une aubaine, je trouve, justement, pour le développement du sport. Donc voilà. Créer une communauté finalement autour de Stadium Prime. Exactement, tout simplement. Mickaël ? On a plus besoin peut-être d'avoir Stadium Prime maintenant qu'avant, à votre avis ? Oui, je pense que oui, parce que je le disais encore tantôt, l'évolution sociétale, c'est un projet qui s'inscrit exactement justement dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'est facile de s'inscrire sur Stadium Prime. On vient, on prend notre téléphone, on rentre nos informations. Quand on est un joueur, par exemple, de, je sais pas moi, basket, football ou rugby, on a juste à rentrer les informations qui nous concernent sur notre palmarès, nom de famille, les clubs où nous avons joué, ou si nous étions sous contrat ou pas. Ou par exemple, s'il y a des clubs qui veulent postuler des offres, qui cherchent justement des nouveaux joueurs, Stadium Prime va résoudre justement ce problème-là aussi. Donc c'est pour cela que je dis encore une fois, si toutes les structures sportives utilisaient Stadium Prime, je pense honnêtement que le niveau global du sport tel qu'on le connaît va évoluer à une vitesse vraiment impressionnante. Et ça s'adresse du coup, on l'a compris, à tous les sports, aussi à toutes les divisions. C'est ça aussi l'idée, d'aller au plus haut niveau aussi ? Bien sûr, avant de devenir professionnel, on est déjà amateur. C'est pour cela qu'on ne néglige pas les amateurs. Donc c'est une plateforme qui s'adresse aux amateurs et aux professionnels.
Comme je l'ai dit, on traite pour l'instant 3 sports. On a aussi les agences sportives. Au fur et à mesure des mois, nous allons développer justement les autres secteurs d'activités sportives, justement pour permettre au corps du sport, la communauté sportive, d'avoir une plateforme qui va permettre à tout le monde de travailler de manière sereine. Et franchement, j'invite fortement les clubs, encore une fois, de venir travailler avec nous parce que c'est une aubaine. C'est une aubaine pour notre génération, pour la jeunesse. Et c'est pour les Français ou c'est vraiment pour tous les pays, Stadium Prime? Alors, Stadium Prime n'a pas de limite géographique. C'est un projet qui s'inscrit... Vous avez des étrangers, par exemple, sur la plateforme? Bien sûr, nous avons des étrangers, des Américains, nous avons des Polonais, nous avons de tout type de nationalités, des Africains aussi. C'est un projet qui est vraiment mondial. Donc c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de limite à Stadium Prime. C'est un projet qui s'inscrit vraiment dans le contexte sociétal. Et voilà, et puis je suis encore hyper heureux de l'avoir lancé avec des amis à moi qui sont Elie Marty, Raphaël Anselme et Stéphane Ruyon que je salue au passage parce que voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est beaucoup de travail, mais on est hyper content de le faire. Et c'est gratuit également. Exactement. C'est important de le préciser. C'est gratuit à 100% pour les clubs et pour les joueurs. Et comme je l'ai dit au préalable, il y a un modèle économique pour les agents sportifs, pour les gens qui viennent sur Stadium Prime faire du business avec nous. Il y aura un modèle économique qui sera là aussi pour eux, mais nous on va le garder essentiellement gratuit pour les clubs et pour les joueurs, parce que pour nous c'est très important. Dernière question, vous en avez déjà parlé, mais le bilan est plutôt bon, ça a été lancé il y a quelques mois, il y a déjà des utilisateurs dessus. Bien sûr, il y a déjà des utilisateurs, mais au-delà de ça, on a déjà déniché des nouveaux talents, on a déjà obtenu des contrats des joueurs aussi. Donc voilà, c'est un projet qui va continuer à évoluer. Plus on aura des gens qui viennent dessus travailler avec nous, plus il y aura beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes. C'est pour cela que je dis que c'est important justement pour les clubs de venir utiliser cette plateforme parce que c'est eux qui viennent justement mettre les offres, les annonces et les joueurs après derrière ils viennent rechercher, trouver des opportunités qui pourraient leur correspondre. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'ensemble entre les clubs et les joueurs et puis après les agents qui peuvent aussi venir dessus, dénicher des nouveaux talents, voir comment travailler avec des clubs aussi. Donc voilà. Votre plus grand rêve, c'est peut-être de voir un jour un utilisateur de Stadium Prime être en NBA, par exemple. Forcément. Là, on dirait qu'on aura réussi notre mission, justement, de donner des opportunités à des jeunes, de profiter de leur talent et de profiter tout simplement, quoi. Merci Mike Mokongo d'être venu en parler en plateau. Vous restez avec nous parce qu'on va parler encore d'actualité sportive. Avec vous, Mickaël, justement, l'actualité sportive, c'est mascottes, il me semble, qui ont été dévoilées, les mascottes des Jeux Olympiques. Oui, elles ont été dévoilées aujourd'hui par le comité d'organisation des Jeux. Les Friges seront les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comme leur nom l'indique, elles sont inspirées du bonnet phrygien, symbole de la Révolution et de la République française. La mascotte a été testée et validée par des échantillons d'enfants de 6 à 14 ans. Le COJOP espère écouler 2 millions d'exemplaires des friges jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Vous en pensez quoi de ces mascottes? C'est vrai que le bonnet phrygien, maintenant je comprends la forme. Au début, je ne comprenais pas trop la forme, mais avec les images, je comprends. J'avoue que je ne suis pas hyper fan, mais bon, pourquoi pas. Apparemment, ça plaît aux enfants. C'est eux qui ont décidé de la mascotte. Donc voilà, laissons la place aux enfants. Première réaction, Mike Mokongo. Si on peut remontrer peut-être les mascottes pour Mike Mokongo, qu'est-ce que vous en pensez de ces mascottes pour les Jeux Olympiques? À l'occasion d'en parler de nombreuses reprises sur ce plateau. Ouais, je trouve que c'est nouveau, c'est sympa. Ouais, moi j'aime bien, franchement. Oui, avec des grands yeux comme ça. 2 millions, ils veulent en vendre d'ici les Jeux Olympiques de 2024 et Paralympiques de 2024. Et on va refermer cette page sport avec du football. On l'a commencé avec du football, on la termine avec du football, le petit moment plaisir. Et on parlait de Coupe du Monde tout à l'heure. Il y a forcément un poste qui va être clé pour le futur vainqueur de cette Coupe du Monde. C'est celui de gardien de but pour remporter la Coupe du Monde au Qatar. Le futur vainqueur va s'appuyer sur un très bon gardien. C'est un véritable sport individuel dans la pratique collective du football. Le gardien, c'est un poste clé de son équipe. Alors dans les Yvelines, des stages spécifiques sont organisés à Boifle pendant les vacances scolaires. Ils sont supervisés par Salif Soumaré, qui est un gardien en National 3. Il évolue actuellement à l'US Ivry dans le Val-de-Marne et c'est aussi l'ancien portier de l'AS Poissy. Nous avons pu suivre ces stages. Regardez.
Les gardiens de but ont leur propre stage de football. Depuis 2020, l'ancien portier de Poissy, Salif Soumaré, aujourd'hui entraîneur dans plusieurs clubs, les organise sur le terrain de Boifle pendant les vacances scolaires. L'objectif, permettre aux jeunes occupant ce poste à part de pouvoir se perfectionner, de vite progresser. Je suis passé par là quand j'étais gardien de but à mon plus jeune âge. On n'avait pas cette chance-là d'avoir des entraînements de gardien. Et j'ai pu le voir sur le tard que j'avais quelques lacunes dues au fait que j'avais pas d'entraînement de gardien de but. Du coup, comme je suis passé par là, que j'avais pas forcément de spécifique gardien, moi maintenant mon but à moi c'est justement de transmettre aux plus jeunes gardiens pour qu'ils puissent avoir les acquis nécessaires pour justement s'épanouir à ce poste-là. Au programme de la semaine de stage, travail de la technique de gardien de but, de la prise de balle au plongeon en passant par les sorties aériennes et le jeu au pied. 5 éducateurs proposent différents ateliers aux 25 gardiens participants des catégories U10 à U16, le tout sous l'œil avisé de Salif Soumaré qui supervise les entraînements. C'est quoi un bon gardien pour toi aujourd'hui ? Quelle qualité il doit avoir ? Il doit être très fort mentalement, très fort mentalement, et il doit surtout maintenant avec l'évolution du football, avoir un très bon sens de jeu et surtout le reste être très bon sur sa ligne, quoi. C'est vraiment un poste à part et donc c'est pour ça demande beaucoup d'exigences mentales. Qu'est-ce qui me plaît ? J'aime bien faire des sorties, ça me plaît. J'aime bien être méchant parce que j'adore être méchant. J'aime bien les marques des gants, j'aime bien tout en fait. Tout ce qui est gardien, j'aime bien. C'est bien d'être gardienne puisque ça sauve son équipe parce que quand la balle elle est là et que tu es face à face avec l'attaquant, il n'y a plus que toi et du coup tu peux sauver ton équipe et rester... si tu arrêtes le but, c'est toi la sauveuse du match, quoi. Comme Kessie et Noah, les gardiens viennent des meilleurs clubs de la région et de France et sont souvent des habitués des stages. J'aime bien ces stages, ils sont bien parce qu'il y a plusieurs ateliers, c'est pas tout le temps les mêmes thèmes. Et les éducateurs, ils n'ont pas les mêmes méthodes d'apprendre. Le premier an que j'ai commencé à faire du stage, Salif, du coup, qui a commencé à m'entraîner, les prises de balles, je faisais que les relâcher. Les ballons, je plongeais des fois avec les pieds, je taclais. Et au fil des années, j'ai commencé à plonger avec les mains. Il m'a appris des bonnes choses, il m'a appris les réflexes, il m'a appris les sorties aériennes, parce qu'avant, je faisais que mettre les points. Maintenant, j'arrive à la garder. Franchement, je suis content que mon papa m'a inscrit. Merci, papa. Pour une semaine de stage, comptez 150 € avec une paire de gants fournis. Prochain rendez-vous pendant les vacances d'hiver de Pâques et début juillet. Les places sont limitées à 20 ou 25 gardiens. Pour ce poste ô combien important avec ces stages qui se déroulent dans les Yvelines. Je parle en connaissance de cause, c'est un poste que j'occupe depuis mes 6 ans maintenant, gardien de but. Forcément, ça va être un poste clé là pour le mondial. Le futur champion du monde sera obligé d'avoir un très bon gardien dans les buts. C'est l'une des pierres angulaires, c'est l'une des pièces de la colonne vertébrale. À chaque fois, je vais vous faire plaisir, Grégory, mais Buffon en 2006, il n'est pas là avec l'équipe d'Italie et l'Italie ne remporte pas la Coupe du Monde. Donc forcément, c'est un poste clé. Je disais tout à l'heure, Mike. Barthez avec l'équipe de France en 98. Oui, c'est vrai. Hugo Lloris aussi. Hugo Lloris en 2018. C'est presque un sport individuel à l'intérieur du sport collectif, le gardien de but. Il a sa propre technique. Il a même un maillot différent finalement par rapport au reste de l'équipe. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Après, il doit défendre sur son territoire. Et puis après, il y a aussi un travail d'équipe défensivement où tout le monde doit être connecté. Mais ouais, c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est un peu bizarre. et surtout, c'est très mental. Il l'a dit, le jeune homme dans le reportage. Mentalement, il faut être très très fort parce que on peut ne rien avoir à faire pendant 90 minutes. Et à la 91e minute, juste avant le coup de sifflet final, il faut faire la parade pour aider son équipe. Alors les jeunes nous ont donné leur gardien, le petit Noah nous a parlé d'Alban Lafont, de Anthony Lopez aussi. Est-ce qu'il y a des gardiens, vous, qui sont pour le moment au-dessus ? Est-ce qu'il y a des gardiens qui se détachent actuellement? Hugo Lloris quand même est toujours un très très bon gardien. Après il y a Donnarumma avec le PSG aussi qui est un bon gardien qui ne fera pas la Coupe du Monde malheureusement, mais c'est un bon gardien selon moi, Donnarumma. Après, il y en a tant d'autres, des bons gardiens. Je vous vois acquiescer Donnarumma aussi. Donnarumma aussi, oui, bien sûr. Et puis, il y a un gardien de l'équipe de France qui s'est blessé malheureusement pour nous. Mike Maignan, qui faisait un très très bon début de saison du côté de l'AC Milan. Exactement, c'est dommage pour nous. Et j'aime beaucoup aussi Neuer aussi, qui est au Bayern de Munich. Qui a coulé de très très belles années avec le Bayern de Munich et aussi avec l'équipe d'Allemagne qui a été championne du monde, on le rappelle, en 2014. Merci messieurs pour vos analyses sportives. Et avant de vous laisser, c'est bientôt la fin de cette émission. On va jeter un dernier coup d'œil à la météo de demain.
Et la météo de demain, vous allez le voir, assez maussade avec le matin dans les Yvelines, mardi 14 novembre, des nuages un peu partout et des températures de 10 degrés à Mantes-la-Jolie ou dans Versailles, et à Rambouillet il fera 9 degrés. L'après-midi il y aura même de la pluie qui est annoncée avec des températures de 12 degrés à Mantes-la-Jolie ou dans Versailles et 11 degrés à Rambouillet. Et ce mardi nous fêterons les Albert. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.